Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une émission entière, et si tout va bien, pas interrompue, que présente aujourd'hui Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. L'interruption d'hier pour la nomination du Premier ministre nous aura au moins permis de démontrer toute la souplesse d'une émission en direct. Oui, c'est vrai. Et c'est pour moi l'occasion de souligner ce que nous ne faisons pas assez, semble-t-il, que, sauf exception, nos rendez-vous au cœur de l'histoire ont lieu en temps réel. Aujourd'hui, nous recevons, donc toujours en direct, Lorraine Kaltenbach pour évoquer les rapports parfois compliqués entre certains pères et certaines filles. Il y en a toujours un des deux qui est célèbre dans les exemples qu'a choisi Lorraine. Et pour nous fournir un premier exemple, vous allez nous parler cet après-midi de la fille oubliée d'Albert Einstein. Ah oui, un dossier assez étonnant, pas vraiment refermé à ce jour d'ailleurs. Et puis, pour notre balade de 15 heures, nous avons choisi justement d'aller faire un tour en compagnie de Vanessa Zah sur les lieux de résidence d'Einstein en Suisse, à Berne, gare aux ours. Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Aux yeux de la plupart des gens, Albert Einstein est le plus grand génie du XXe siècle. On pourrait évidemment discuter cette appréciation, mais ce n'est pas mon propos cet après-midi, puisque ce qui va nous étonner au sujet d'Albert Einstein, c'est qu'il ait réussi à tenir un secret pendant très longtemps. Sa vie privée comporte nombre de zones d'ombre, et l'une d'elles porte sur l'existence d'une fille, une fille illégitime née en 1902 et dont on a perdu la trace. Personne ou presque personne ne sait ce qu'elle est devenue. Aucun biographe n'est encore parvenu à ce jour à établir avec certitude ce qu'il relève de Liesl, donc cette fille d'Einstein. L'énigme commence par l'ouverture d'une vieille boîte à chaussures. Cette boîte contient 54 lettres d'amour échangées entre Albert Einstein et sa première femme, Mileva Marić. Mileva les a gardées pendant 45 ans et lorsqu'elle est morte à Zurich en 1948, sa belle-fille, Frida, a rapporté la boîte aux États-Unis. Et puis, personne ne s'en est tellement soucié. Et à la mort de Frida, c'est Evelyn Einstein, la petite fille du grand homme, qui met la main sur ces lettres et qui les confie aux archives Albert Einstein de l'Université hébraïque de Jérusalem. On est alors en 1986 seulement. Et ce que l'on ne sait pas encore, c'est que ces lettres contiennent un secret assez étonnant. Outre des mots d'amour, elles mentionnent l'existence d'une fille. Une fille née en 1902. Pourquoi est-ce que jusque-là, personne n'avait jamais entendu parler d'elle? Pourquoi l'existence de cette petite fille d'Albert Einstein est-elle ainsi restée dissimulée? Le secret a été bien gardé. Si bien d'ailleurs que l'existence de Liesl semble carrément avoir été effacée de l'histoire. Mais enfin, qu'est devenu Liesl Einstein? Pour le savoir, il faut que nous remontions donc à cette époque, au début du XXe siècle. En 1901, cette année-là, Einstein fréquente depuis plusieurs années déjà une jeune femme slave du nom de Mileva. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'école polytechnique de Zurich. Mileva est une jeune femme brune. Elle a un physique un petit peu ingrat, il faut bien le dire, mais ses dons pour la physique sont tout simplement éblouissants. Et, disons-le, elle est tout simplement la seule femme de sa promotion. C'est donc une physicienne. Mileva Marić et Albert Einstein sont mus, semble-t-il, par une admiration réciproque. Tout ça commence par une sorte d'estime professionnelle qui très vite va prendre une autre tournure. Leur amour va se nourrir d'échanges intellectuels. Albert ressent un amour sans doute sincère, profond pour Mileva. Nous comprenons si bien chacun l'âme de l'autre. Sans toi, ma vie ne serait pas la vie, écrit-il. Au mois de mai 1901, les deux amoureux se retrouvent en Italie. On est sur les bords du lac de Côme, merveilleux lac de Côme. Il y a de quoi tomber encore plus amoureux, si je puis dire. Et ils sont envoûtés
par cette atmosphère de rêve, par la majesté de ce lac tellement qui miroite au soleil. Je ne sais pas si vous êtes allé sur les bords du lac de Caume. Je n'ai pas eu cette chance. C'est un endroit parfait pour tomber amoureux. Et puis là, le charme même des petites villes, notamment de Caume. Albert et Mileva consomment leur amour. Le risque est grand pour un couple qui n'est pas marié à cette époque. Or, c'est certainement lors de cette escapade romantique que Mileva va tomber enceinte. Lorsque Albert Einstein apprend la nouvelle, il est enthousiaste, disons les choses. Il écrit à Mileva qu'il espère que ce sera un petit garçon. Il voudrait l'appeler Ansel. Mileva, elle, préférerait que ce soit une fille. Et si c'était une fille, eh bien, on l'appellerait Liesel. Et voilà ce qu'écrit Albert à Mileva dans une lettre datée du 12 décembre 1901. Une de celles qu'on a extraites de la boîte à chaussures. Ma petite chérie, prends bien soin de toi et sois heureuse pour notre cher Liesel, que je préfère imaginer secrètement être un Ansel. Dans cette lettre, Albert évoque un poste qui pourrait s'offrir à lui à Berne. D'ici 2 mois, nos vies pourraient changer pour le mieux. Je bouillonne de joie lorsque j'y songe. Ensemble, nous serons les personnes les plus heureuses sur Terre. Le seul problème que je dois encore résoudre est celui de savoir comment garder Liesel avec nous. Je ne voudrais pas l'abandonner. Il ne faut pas qu'elle soit nourrie au lait de vache. Cela la rendrait stupide. Ton lait serait autrement nourrissant. Et il signe Johnny. Et il appelle Mileva Dolly, au passage. En 1902, Mileva retourne dans la ville de ses parents, à Novi Sad, dans la province de Voïvodine, dans l'actuelle Serbie, si vous voulez. Elle accouche donc d'une petite fille. Et oui, c'est une petite fille. Einstein est en Suisse. Il lui écrit « Mon trésor d'amour, j'espère que tu es joyeuse et en forme au moment où tu reçois cette lettre. Tu vois maintenant qu'il s'agit bien d'une Liesel comme tu l'avais voulu. Est-elle en bonne santé au moins? Pleure-t-elle? À quoi ressemblent ses yeux? Ressemble-t-elle davantage à l'un de nous? Qui lui donne du lait? A-t-elle faim? Pourrais-tu faire une photographie d'elle quand tu te sentiras mieux? Je l'aime tant et ne la connais même pas encore. » Or, dès l'année suivante, en 1903, on perd tout simplement la trace de cette petite Liesel. L'enfant est encore mentionné quelques fois dans la correspondance d'Albert et de Mileva, et puis plus rien. Juin 1902, Mileva rejoint Albert à Berne. À ce moment-là, elle est seule. Est-ce que le couple s'est disputé au sujet de Liesel? On sait que Mileva voulait l'emmener avec elle en Suisse, tandis qu'Albert aurait préféré qu'elle ne vînt pas. Faire venir un enfant illégitime en Suisse, à l'époque, vous voyez, ça pouvait nuire à sa réputation et donc à sa carrière, etc. Qu'est-ce qu'ils ont décidé à propos de Liesel? Mileva a-t-elle laissé la petite fille à ses parents pendant qu'elle rejoignait Albert en Suisse? Bref, on ne sait pas, puisque vous êtes en train de le comprendre, nous sommes confrontés à ce qui demeure un mystère. Et diffusé sur National Geographic Channel, une série en 10 épisodes sur la vie du physicien allemand Albert Einstein. Restez avec nous sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand essaye de percer le mystère de la fille d'Albert Einstein. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Cet après-midi, nous sommes au cœur de l'histoire des relations père-fille et notamment celle d'Albert Einstein. Nous découvrons cette face cachée du physicien. Alors je me demandais en 1902, c'est l'année dans laquelle nous sommes, au moment où sa femme accouche d'une petite fille, Liesel, vous venez de nous le raconter. C'est sa compagne. Sa compagne, voilà, sa famille légitime. Où est-ce qu'en est Einstein sur ses recherches scientifiques? Est-ce qu'il a déjà élaboré sa célèbre théorie de la relativité? On s'en approche, mais pas encore. Non, Einstein n'est pas encore le physicien reconnu, puis mondialement populaire qu'il deviendra au moment de la Première Guerre mondiale, et puis surtout à partir des années 20, disons-le. En 1902, il a 23 ans seulement. Sa situation est précaire. Il s'est fait refuser pas mal de postes auxquels il avait postulé. Et ça va changer en juin 1902. Il obtient donc un poste important à l'Office des brevets de Berne, et puis en 5, il publie dans Annalen der Physik des articles qui posent les fondements de la théorie de la relativité restreinte et qui remettent donc, alors là on peut dire profondément en cause les notions d'espace immuable, de temps absolu qui jusqu'alors avaient régné sur la physique, en grande partie en tout cas. On appelle cette année 1905 l'annus mirabilis d'Einstein. C'est le moment où il éclot, si je puis dire, où la chenille devient papillon. Alors entre-temps, Albert a épousé Mileva quand même en 1903.
malgré les objections de ses parents qui étaient tout à fait opposés à cette union. Ils n'ont pas une très haute opinion de Mileva, qu'ils trouvent trop intellectuelle, et puis elle n'est ni allemande ni juive. Elle boite, disent-ils. La mère d'Einstein écrit à Albert: « Quand tu auras 30 ans, elle sera déjà une vieille sorcière. » Mileva a 4 ans de plus qu'Albert. Hein, enfin, c'est comme ça, ouais. Une question à tarauder les historiens et un certain nombre de scientifiques. Quelles furent les contributions de Mileva à cette fameuse théorie de la relativité restreinte? La brillante physicienne qu'Albert appelait souvent ma main droite, aurait-elle pu être carrément à l'origine de l'idée? Est-ce qu'elle a contribué à fournir le travail mathématique qui soutient la théorie? C'est Françoise Balibar, historienne des sciences, qui affirme: « Mileva, plus qu'une femme, a été un collaborateur privilégié, un garde-fou pour Einstein, mais rien de plus. » Ce qui est certain, c'est que l'année prodigieuse, donc, est un véritable tournant à double titre. D'une part parce que, évidemment, la carrière d'Albert décolle, il est nommé professeur à Prague puis à Zurich, mais d'autre part parce qu'elle marque cette année-là un net refroidissement dans les relations entre Mileva et Albert. Mileva écrit à son amie Hélène de Novi Sad: « À l'un, les honneurs, à l'autre, les cartons. » La question du sort de Liesel a peut-être contribué à éloigner Albert de Mileva. Après tout, on n'en sait rien, ce n'est qu'une simple supposition. Toujours est-il qu'en 1904, Mileva est de nouveau enceinte. Elle est à ce moment-là à Budapest et Albert lui écrit: « Je ne suis pas contrarié le moins du monde que ma petite Dolly attende un nouveau poussin. En réalité, au contraire, j'en suis heureux. Et j'avais déjà réfléchi à l'idée d'avoir une nouvelle Liesel. » Ah, une nouvelle Liesel, qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Quel qu'ait été le sort de Liesel, le sentiment d'Albert Einstein derrière ces mots est troublant, écrit Daniel Smith, qui est un des biographes américains d'Einstein. Donc, en mai 1904, naît cette fois un fils, Hans Albert. Cette naissance marque aussi pour Mileva, disons-le, l'enterrement de sa vie de femme libre, émancipée. Elle va se consacrer maintenant à l'éducation de son fils. Ses travaux de physicienne passent au second plan, et d'autant plus que 5 ans plus tard, en 1910, Albert et Mileva ont un deuxième fils qu'ils appellent Édouard. Vous m'aurez compris, Albert n'est pas un père idéal. Ses qualités dans ce domaine sont assez relatives. En 1911, il dirige l'Institut de physique théorique de Prague, où il a emménagé avec Mileva et les deux fils. À Prague, il fait la connaissance entre autres de Franz Kafka, de l'écrivain Max Brod, qui prend l'habitude d'accompagner Einstein au piano lorsque le physicien joue du violon. On imagine ça, tout ça devait être assez étonnant. Aussi comment Max Brod dépeint Einstein: un détachement surhumain, quelque chose d'incompréhensible dans l'absence d'émotion, comme un souffle venu d'une région glacée. Je trouve passionnante cette description parce qu'elle nous donne d'Einstein une image assez différente, sensiblement même, de celle qu'on a très souvent voulu véhiculer et qui pourrait expliquer les difficultés qu'il a pu éprouver dans sa vie paternelle. Cette région glacée, on peut dire de ses fils qu'ils la connaissent bien. Hans Albert l'aîné racontera par la suite qu'il s'est entendu dire tout au long de sa vie: « Comment pouvez-vous affirmer être le fils d'Einstein? Si Einstein avait un fils, ça se saurait, mais il n'en parle jamais. » Eh bien oui, il n'en parle jamais parce que ça n'était pas dans l'ordre de ses préoccupations principales. Il est vrai qu'Albert est, et on le comprend, complètement absorbé par ses recherches, par son travail. Au début des années 10, il travaille donc à la théorie de la relativité générale qui s'apprête à révolutionner l'univers de la science. En 1914, il obtient à Berlin un poste très prestigieux à l'Académie royale des sciences et des lettres. Mileva n'était pas pour déménager à Berlin. Elle suit Albert, disons-le, un peu à reculons, à son corps défendant. Les relations sont de plus en plus tendues. Le tempérament dépressif de Mileva va finir par prendre le dessus. Et Einstein écrit à Michele Besso, qui est un grand physicien, un grand ami aussi: « Nous, hommes, sommes de lamentables créatures dépendantes, je l'admets avec joie, mais en comparaison de ces femmes, chacun d'entre nous est un roi. » Oui, voilà. Le fond de la pensée du maître. Depuis 1912, Albert fréquente, pour tout vous dire, une autre femme, Elsa Löwenthal, qui n'est autre d'ailleurs que sa cousine. En 1914, alors que la Première Guerre mondiale donc va
va bientôt éclater, Einstein annonce à Mileva son intention de divorcer et il avait auparavant posé des conditions draconiennes à la cohabitation des deux époux. Mileva devait renoncer à toute relation personnelle avec lui, elle ne devait plus n'être qu'une gouvernante qui veillait au confort du maître et à l'éducation des enfants. C'est sympathique le petit programme. En juillet 1914, le couple se sépare. En vérité, ils ne divorceront légalement que 5 ans plus tard. Sur le quai de la gare d'Anhalt à Berlin, Albert regarde sa femme et ses enfants qui s'éloignent vers la Suisse et il écrit à Elsa « Le dernier combat a été livré. Hier, ma femme est partie avec mes 2 fils. J'étais sur le quai et je les ai embrassés une dernière fois. J'ai pleuré comme un enfant. J'avoue que je me sens légèrement abattu. C'est une épreuve qui ressemble un peu à la mort. » Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous parle des relations filles-pères dans l'histoire. Et aujourd'hui, nous découvrons cette énigme de la fille d'Albert Einstein. Qu'est-elle devenue ? Il avait 2 fils, il avait aussi une fille. Et la suite, c'est dans un instant sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est une histoire mystérieuse, une histoire énigmatique que vous nous racontez cet après-midi, Franck. Alors pour cette émission consacrée aux filles à papa dans l'histoire, nous essayons de découvrir ce qu'est devenu la fille d'Albert Einstein. Ses 2 fils sont partis avec ce qui est maintenant son mère, ex-femme, oui. Voilà. Et qu'est devenue sa fille ? Eh bien, c'est une question qu'on se pose, évidemment. Vous avez vu qu'Einstein est un peu en retrait de tout. De la vie privée, de la vie de famille. Pas très présent comme non, père. c'est le moins qu'on puisse dire. Et aussi de la vie collective et nationale. Au moment où éclate la guerre, la Première Guerre mondiale, il y a cette espèce d'hystérie collective. Vous imaginez ce que ça peut être à Berlin. Einstein, lui, est en retrait, là encore, tout à fait pacifiste. C'est dans ce genre d'épreuve que l'on se rend compte que l'on a affaire à des moutons, dit-il. Je n'ai que mépris et dégoût. Et on ne peut que l'approuver là sur ce plan parce que c'est vrai qu'il y a une espèce d'hystérie en 1914 qui a été invraisemblable. Le physicien se réfugie près de Potsdam au bord d'un lac où il se plaît à naviguer et c'est en 1915 qu'il met au point sa fameuse, enfin en tout cas qu'il achève, qu'il parachève devrais-je dire. 1915 c'est la grande date. Il parachève sa théorie de la relativité générale. Théorie si novatrice, tellement révolutionnaire que certains scientifiques ne veulent même pas entrer dans les arcanes de ces calculs, le prennent pour un illuminé. À partir de 1919, on va néanmoins reconnaître cette théorie qui le sera bientôt de manière unanime. Les travaux d'Einstein sont en train de transformer non seulement la physique, ça vous l'aurez compris, mais d'une façon plus générale, la perception que l'on peut avoir du monde. Einstein se met à être célébré en 1921, il reçoit le prix Nobel et dans le Berlin des années 20, il va imposer cette image de physicien anticonformiste à contre-courant, à l'allure débraillée et sympathique. Voilà que se crée l'image que nous connaissons. Il prend position, il s'engage, il s'inquiète de la menace que constitue, selon lui, le succès du Parti national-socialiste. Là encore, il tranche sur une grande majorité de ses confrères. Il s'alarme bien sûr de cet antisémitisme qui gagne du terrain. Il est aux premières loges pour s'en rendre compte. Il écrit à Sigmund Freud « Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre ? Que faire contre les psychoses de haine et de destruction ?» Il regrette peut-être à ce moment-là de s'être consacré à la physique plus qu'à la sociologie ou à la psychologie collective, n'en sait rien. On s'étonne en tout cas du gouffre qui existe entre cet engagement sincère, cet engagement assez profond dans le monde et puis ce détachement vis-à-vis de ce qui concerne ses proches, à commencer par ses fils. Ses relations avec Hans Albert sont glaciales. Einstein dira que leurs relations, je le cite, sont tombées au-dessous du point de congélation. C'est lui-même qui le dit. Le physicien a conscience de n'être pas un bon père et il écrit en 1930 dans une autre lettre assez étonnante « Il y a toujours eu un contraste bizarre entre mon sentiment passionné de la justice sociale et le fait que je n'ai pas un besoin accentué de contact direct avec d'autres êtres. » J'aime beaucoup cette invraisemblable litote. Je n'ai pas un besoin accentué de contact direct avec les autres êtres. Autant dire qu'il n'a pas de contact du tout. La relation avec son fils Édouard est encore plus compliquée qu'avec Hans Albert. Le père s'est toujours opposé au désir de son fils de devenir psychiatre. Édouard plonge dans une véritable dépression. Il va être interné dans la clinique de Burkölzsee à Zurich. On le dit schizophrène. Est-ce qu'il l'est véritablement ? En tout cas,
il a des fragilités évidentes et qui tendent à s'amplifier. En 1933, Albert Einstein rend pour la première fois, et j'ai envie de dire aussi pour la dernière fois, visite à Édouard dans l'hôpital psychiatrique de Zurich. On assiste à ce moment-là à une scène très émouvante. Le père se met à côté de son fils et lui joue du violon. C'est peut-être le seul moyen, somme toute, qu'il ait trouvé pour surmonter toutes ces inhibitions, ces incompréhensions, ces incapacités à communiquer avec ce fils enfermé dans sa bulle de tristesse et de désespoir. L'auteur Laurent Sexic a consacré un livre à Edward Einstein, s'appelle « Le cas Edward Einstein », et il explique que la maladie psychiatrique de ce fils effraie en vérité le physicien. Cet homme-là n'a peur de rien, il n'a pas peur de Staline, il l'a montré, il n'a pas peur de Goebbels, presque moins encore, et encore moins des équations les plus compliquées qui puissent exister. En revanche, les difficultés d'Edward dépasse son entendement. C'est quelqu'un, Einstein, qui aime maîtriser la situation. « Mon fils est le seul problème qui demeure sans solution », écrit-il dans une lettre. Vous voyez, c'est dit ça. En 1933, vous savez qu'il fuit lui-même le nazisme, bien sûr, il se réfugie aux États-Unis et par la suite, il n'aura plus que des contacts occasionnels et même distants avec ses deux fils. Ça, vous allez me dire les fils, d'accord. Et sa fille. Et sa fille, qui est devenue Liz Earle. Eh bien, on a perdu sa trace. À partir de 1903, je vous l'ai dit, plus aucune archive ne fait mention d'elle. Einstein lui-même n'en parlera jamais. Jusqu'à la fameuse publication des lettres d'amour entre lui et Mileva en 86. Les historiens se penchent évidemment sur la question. Alors on a émis plusieurs hypothèses. Michael Zackheim, à la recherche de Liz Earle, en est arrivé à la conclusion que Mileva aurait laissé Liz Earle à ses parents en Serbie lorsqu'elle est allée rejoindre son mari donc à Berne. Et l'année suivante, en septembre 1903, la petite Liz Earle, qui était atteinte de scarlatine, serait décédée. Alors elle n'aurait pas eu 2 ans. L'historien américain Robert Schulman lui propose une autre hypothèse. La petite Liz Earle aurait été adoptée par une amie intime de Mileva, Helen Savitch, qui l'aurait élevée comme sa propre fille, et donc Liz Earle aurait pris le nom de Zorka Savitch et elle aurait vécu, figurez-vous, jusqu'aux années 1990. C'est une hypothèse séduisante et qu'on aurait envie de croire, ça n'est pas la plus plausible, loin de là. La plus plausible, c'est celle d'une mort en bas âge, bien sûr. Si Liz Earle avait effectivement survécu, alors quelles auraient été ses relations avec son père? Voilà une question qu'on a très envie de poser à notre invité d'aujourd'hui. Est-il possible qu'Einstein ait eu par ailleurs d'autres enfants illégitimes? Est-ce que certains referont un jour surface? Vous voyez finalement que la biographie d'Albert Einstein est parfois presque aussi ardue à suivre que ses écrits physiques et mathématiques. Bonjour Lorraine Kaltenbach. Bonjour. Vous êtes l'auteur chez Flammarion de Fille à Papa, ces rapports entre père et fille. Avec vous, nous allons revenir sur un certain nombre de cas passionnants. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. De la chaîne nationale géographique Genius, une série qui est diffusée depuis le 24 avril, 10 épisodes consacrés à la vie d'Albert Einstein. Albert Einstein, on en parle cet après-midi dans cette émission consacrée aux filles à papa à travers l'histoire. Vous recevez pour aller plus loin Lorraine Kaltenbach. Elle est auteure de Filles à papa, paru chez Flammarion. Alors Filles à papa, c'est le titre, excellent titre d'ailleurs, mais évidemment, il n'y a pas dans ce livre que des filles à papa, loin de là, Lorraine. C'est-à-dire qu'on a toutes sortes de cas. Vous les avez quasiment tous évoqués à travers 8 dizaines de cas. 80 cas. 80 j'ai essayé de dresser une cartographie de la relation père-fille. Mon premier chapitre, il y en a 7, et l'amour avec un grand A. Et le dernier, le 7e et dernier, le torchon brûle. À bon entendeur, plus on s'avance dans mon sommaire, plus les choses se corsent. Pour faire vite. Oui, c'est vrai. On a d'ailleurs sur la couverture une très belle photo de Kennedy. Expliquez-nous, tiens, cette photo qui en soi est quasiment tout un programme. Alors, je ne peux pas vous dire exactement quel jour elle a été prise. Je peux vous dire en revanche que Caroline Kennedy et son père avaient une relation très très fusionnelle. Il faut dire qu'elle arrive après la mort de la première fille des Kennedy, Arabella. Et à chaque fois que vous verrez des images de Kennedy, quand vous voyez des images sur son bateau à Yannisport, il y a toujours la petite Caroline qui est sur
ses genoux. Et je ne sais pas s'il faut que je parle d'elle maintenant, parce qu'il n'est pas totalement exclu qu'un jour on ait une candidature Caroline à la Maison Blanche. Ah oui, vous pensez ça ? Oui, je pense ça, parce qu'elle a été très agacée par le traitement que lui a réservé Donald Trump, qu'elle vient de décider, alors qu'avant elle n'osait pas se mettre dans la mêlée, elle a toujours eu une vie très très discrète, elle vient de décider de se présenter au sénatorial au poste de son parrain, Bob Kennedy, assassiné en 68. Dont nous parlerons bientôt du reste. Et qu'assez vraisemblablement, en plus là, elle a pris un peu de la bouteille parce qu'elle avait été nommée par Obama, cet homme qui lui faisait tellement penser à son papa, elle a été nommée ambassadrice au Japon, donc maintenant elle est plus dégourdie en politique, et je pense qu'elle a envie d'en découdre. Ah, ça c'est amusant. J'aime beaucoup les observations de Lauren Kaltenbach sur la vie politique mondiale, on peut dire. De ce point de vue, vous avez vraiment des sources d'informations très variées, très nourries, très intéressantes. Alors, revenons un instant sur le cas de Liesl Einstein. Moi, on n'en sait rien, mais on a envie d'être méchant et malveillant avec lui. Et non, mais c'est vrai, on pense à sa nomination en juin à Berne. Il se voit mal avoir une fille hors mariage, et je pense qu'il pense à sa carrière. On est au tout début du siècle, hein, et puis on rigole pas à Berne. Avec ça. Hein. Ouais. Et puis au-delà de l'époque, je pense qu'il fait partie de ses pairs, et j'en ai un certain nombre dans mon sommaire qui définitivement pensent à eux-mêmes, sont incapables d'attachement ou de sollicitude paternelle, et qui sont tout à leur cause. Mais en même temps, sans vouloir défendre à tout prix Albert Einstein, et dans d'autres émissions et sous d'autres points de vue, je me suis permis parfois de l'égratigner assez durement, mais il faut bien reconnaître que la passion qui l'habite et la révolution à la tête de laquelle il s'est lui-même placé dans la conception même qu'on peut avoir des sciences, du monde, de l'univers, font qu'il a peut-être, pardonnez-moi, mais il a peut-être autre chose à faire que de s'occuper de ses enfants, non ? Oui, voilà. Il se doit à la science, oui. Écoutez, vous pouvez voir ça comme ça. Moi, je pense qu'il y a quand même des hommes un peu infantiles qui ne sont pas capables d'assumer des responsabilités. Cette petite fille n'a pas demandé à naître. Et vous en avez plein comme ça. Vous avez aussi Trotsky, c'est exactement le même cas. Il va l'abandonner une première fois quand elle a 18 mois. Et évidemment, c'est parce que la révolution l'appelle. Donc il est obligé d'abandonner sa femme et ses deux petites filles. C'est aussi Orson Welles qui ne s'occupe pas de ses enfants, qui est capable de dire à sa fille, ma fille, tu ne peux pas savoir le nombre d'enfants morts-nés que j'ai eu faute de financement parce que ses seuls enfants, ce sont ses films. Ça peut être aussi le père de Simone Signoret qui abandonne ses 3 enfants parce que la résistance et le général de Gaulle l'appellent. Oui, c'est très très bien, mais c'est aussi des types, voilà, auprès desquels on sent bien. Moi, je pense que c'est pas l'œuvre, le combat qui les oblige à. Je pense que ça précède. C'est des types qui n'ont pas tellement envie de s'occuper, qui ont envie de rester des petits soleils et pas s'occuper d'autrui. Votre livre est très original, c'est une très bonne idée. Nous avons très souvent consacré ici, de façon directe ou indirecte, des émissions au rapport entre les mères et les fils, puisqu'évidemment, derrière chaque grand homme de l'histoire, il faut chercher quelle mère il a eu. Ça, c'est quasiment un pont aux ânes. Mais en revanche, les rapports entre les pères et les filles sont l'objet d'une bibliographie très réduite, disons les choses. C'est pour ça que là, j'ai vraiment essayé de balayer extrêmement large. Vous avez 33 catégories et je pense que n'importe quelle fille, et peut-être des pères de filles, en regardant le sommaire, devrait pouvoir, en prenant 7-8 portraits sur les 81, dresser une sorte de cadavre exquis, de portraits repos de leurs propres relations. Ça a marché sur moi, je l'ai montré à quelques personnes. On arrive ensuite à savoir... On se retrouve, oui. Ah oui, tout à fait. Ce qui est d'ailleurs assez frappant, c'est l'invraisemblable diversité. De ce sommaire. Je ne vais même pas le lire parce que quand on se contente du sommaire, ça ferait presque sourire tellement les écarts sont gigantesques. Mon grand ancien, c'est Jules César. Mes petites Mais dernières... ça va jusqu'à Lady Gaga. Lady Gaga, Marion Maréchal Le Pen. Voilà. J'ai voulu taper beaucoup dans... je voulais des artistes, des écrivains, des scientifiques, des belles actrices. J'ai vraiment beaucoup de politique. Et je vais vous dire, il y a quand même 60%, je crois, de mes personnages qui sont du XXe siècle, parce que c'est mon siècle. C'est en plus un siècle saturé d'idéologie, comme moi j'aime bien la politique. Et de psychologie, ce qui tombe pas mal dans le sujet. Alors de psychologie, oui et non, parce que moi je ne suis pas psy, donc il n'y a pas une seule fois le mot Oedipe. Et puis en plus, si vous voulez, moi, ça m'éblouit plus que ça ne me contente
intéressante parce que je comprends pas tout dans la psychanalyse, etc. Je trouve ça très très compliqué, en tout cas trop compliqué pour moi. Donc je me contente de raconter des histoires et mes petites catégories, je les ai fait à la bonne franquette, à la Lorraine. Et c'est pas du tout professionnel. Un psy, à mon avis, poussera peut-être des cris d'orfraie, mais en tout cas, quelqu'un qui ne connaît pas bien la psy pourra s'y retrouver très facilement. Voulez-vous que nous fassions un peu d'histoire, Lorraine Kaltenbach? Allons-y, puis vous allez m'aider. On va revenir sur l'évolution des rapports entre les pères et leurs filles à travers l'histoire. Europe Au cœur de l'histoire. 1, Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, nous sommes au cœur d'un sujet passionnant, étonnant, fascinant, les relations père-fille et les relations père-fille à travers l'histoire que vous pouvez découvrir dans ce livre Fille à papa, signé Lorraine Kaltenbach chez Flammarion. Et Lorraine Kaltenbach est votre invitée, Franck, cet après-midi. Alors, il y a dans ce livre des filles célèbres dont on découvre les pères et des pères célèbres dont on découvre les filles. Ça aussi, c'est très original. Hein. C'est-à-dire que vous êtes allé chercher Charlotte partout. Corday et son père, Molière et sa fille, par exemple. Sa fille, bref. Donc, l'essentiel peut-être est d'essayer de, au-delà des cas psychologiques et des rapports entre les pères et les filles, d'essayer de trouver des invariants dans les périodes historiques. Ça, c'est quand même étonnant. Dans l'Antiquité, quelles sont en quelque sorte les places des filles? Est-ce que, on sait que les femmes déjà sont réservées à un rôle très spécial et à une place très particulière dans la société. Est-ce que les filles, aux yeux de leur père, jouent un véritable rôle? On pourrait donner des exemples peut-être. Et puis là, vous limitez, je crois que pour vraiment saisir le sujet, il faut envisager trois choses à la fois. Le statut du père, le statut des enfants et bien sûr le statut des filles. Le statut des pères, sous l'Antiquité, c'est le pater familias tout-puissant qui a droit de châtiment sur ses enfants, qui peut immoler sa fille si elle est prise en flagrant délit d'adultère, qui peut la marier, la démarier selon ses besoins et ses intérêts. Ce qu'il va faire, Julia, la fille de Jules César, est fiancée, il en a besoin pour calmer Pompée et il va la marier à Pompée. Voilà, c'est ce qui va calmer... son grand ennemi, son grand adversaire. Et d'ailleurs, à la mort de Julia, les relations vont s'envenimer un peu plus entre Pompée et César. Donc là, on pourrait presque dire que c'est une fille otage ou gage de bonne volonté? Oui, enfin, c'est l'objet de transaction. Je vais vous dire, voilà. ça va rester jusqu'au 19e, parce que les filles, bien souvent, sont mariées contre leur gré pour des alliances de famille. Le mariage n'est pas basé sur l'amour, ce qui est quand même une invention récente. Le mariage est une opération de stratégie familiale, en fait. Et les filles sont véritablement, sont la matière première de cette transaction-là. Exactement. Beaucoup plus que les garçons, par définition. Plus que les garçons. Oui. Donc ça, c'est évidemment, ça donne des rapports entre les pères et les filles un peu particuliers. Avec des exceptions, bien entendu. Avec des exceptions, mais des rapports qui, évidemment, le père, ce père de l'Antiquité et son rapport avec le père plus évanescent qu'on peut connaître aujourd'hui et qui peut parfois même se limiter à quelques gamètes dans le cadre d'une PMA. Je n'ai pas trouvé beaucoup dans votre ouvrage d'exemples empruntés au Moyen-Âge, entre nous, soit dit. Oui, monsieur, vous avez raison. Vous avez raison. Je suis allée picorer par des envies, par des questionnements, des surprises. Il y a des aides. Je me dis, mais alors là, qui ça peut être? J'ai pensé à McCarthy. Il y a ceux qui vous venaient. Non, mais il y a ceux où on se pose des questions en disant, j'aurais aimé être le père ou la fille d'un tel, ou inversement, en disant, mais quelle horreur d'être la fille de McCarthy. Est-ce que Pol Pot a eu des filles? Voilà. C'est plus en me disant, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? N'oublions pas que dans la littérature, et y compris dans la littérature médiévale du reste, mais la fille au sens, je parle pas de la jeune femme, là je dis la fille au sens filial, la fille de son père, est un personnage à part entière. Elle est une figure sociale importante. La plus célèbre de toutes les figures sociales de filles de la Renaissance, c'est Lucrèce Borgia. C'est Lucrèce Borgia. Alors oui, là il y a peut-être une sorte de trouée de lumière dans une nuit obscure, où à un moment les pères... Alors est-ce que ça n'a pas commencé un peu avant avec le culte marial, le mariage religieux, le mariage chrétien qui déjà a rogné un petit peu le pouvoir des pères, et puis la Renaissance que j'ai découvert, c'est qu'effectivement Lucrèce Borgia est éduquée exactement de la même manière que ses frères. Elle versifie, elle fait du luth, de la danse, enfin ça c'est des choses parfaitement féminines, mais enfin elle est élevée sur un pied d'égalité avec ses frères, et là on a le sentiment que le père est là pour guider un peu ses enfants, dont ses filles à l'âge adulte.
l'autre jour dans une émission consacrée à l'affaire des poisons, dans le récit en préambule à cette émission, j'ai parlé de la marquise de Brinvilliers. Qui est dans mon livre. Et j'ai dit, mais sans du tout savoir que ce serait un des chapitres de votre livre, j'ai dit ce serait intéressant de voir quels étaient vraiment ses rapports avec ce père, Antoine Dreux d'Aubray. Eh bien, vous le faites, vous étudiez la question. Oui, exactement. Sauf qu'il y a quand même un épais mystère, parce que comment cette petite fille a ses relations avec ses frères, et déflorée à l'âge, je sais plus exactement, mais très très jeune. On a l'impression que sous le toit de ce monsieur, enfin, couvre une immoralité. Enfin, c'est terrible. Tout le monde couche avec tout le monde. Je ne sais pas quel est le rôle de ce père qui va ensuite la marier à Brinvilliers, avec lequel je crois qu'elle a eu quelques années de bonheur, jusqu'au moment où ce mari va avoir un peu d'effredaine, et du coup elle se console dans les bras de son Sainte-Croix. Qui sont complices, disons les choses. Voilà, son père l'apprend, est furieux, et c'est là qu'on voit que j'ai cru comprendre qu'une fille qui était donc mariée à partir du moment où elle commettait l'adultère, un peu tel le père Romain, son papa pouvait tout de suite aller l'expédier au couvent. Il ne fait pas ce choix, mais en revanche, il fait arrêter l'amant Sainte-Croix qu'il envoie à la Bastille. Et c'est là qu'il va rencontrer un chevalier de Christine de Suède, qui a été en voyage en Italie et qui est devenu artisan en poison. Sorti de sa geôle, il va décider avec sa chair et tendre d'empoisonner le méchant papa qu'il avait mis en prison. Voilà, finalement, ça c'est la fille parricide. Oui, la fille parricide. Il y en a d'autres d'ailleurs, on en connaît un certain nombre qui se sont comme ça retournés. Violette Nozière, par exemple. Violette Nozière, moi, je pense qu'elle était plus perdue et paumée entre deux âges. La petite femme, là, c'était une adolescente mal à l'aise. Alors deux figures que nous avons également évoquées très récemment dans cette émission, Charlotte Corday et Léopoldine Hugo. Charlotte Corday, dont j'ai beaucoup insisté l'autre jour sur la filiation mentale avec son ancêtre Corneille. Évidemment, ça ne m'étonne pas. Évidemment, mais il y a aussi cette filiation directe avec son père. Ça, c'est magnifique d'ailleurs. Alors moi, je vais faire hurler l'historien, mais elle me fait vraiment penser au frère Kouachi. Ah oui, bon. Oui. C'est pas l'historien que vous faites hurler, je crains que vous ne fassiez hurler des auditeurs, simplement. Des auditeurs. Non, alors attendez, on sent que cette jeune fille est très mal à l'aise, très jeune. Est-ce qu'elle est douloureuse du deuil de sa mère? Mais on sent qu'elle est difficultueuse, on sent que les bonnes sœurs n'arrivent pas à la gérer. Elle a l'air vraiment d'être quelqu'un et de très passionné et de très... Oui, de très sensible. Moi, c'est ce que j'ai senti. Alors, quand j'ai les frères, excusez-moi, je retire immédiatement ce que je viens de dire, mais je sens qu'il y a quelque chose comme ça. Mais disons qu'il y a quelque chose d'absolu, en tout cas. D'absolu. Et ce père qui ne s'occupe pas d'elle, parce qu'à cette époque-là, les pères sont quand même très absents. Il n'est pas le premier. On met les enfants en nourrice parce qu'il y a une telle mortalité que les 7 premières années, on veille à ce que ces petites bestioles tiennent la route. Ensuite, une fille, son dessein, c'est d'aller au couvent, de sortir pour aller à l'hôtel. Donc c'est un père tout-puissant, inexistant. De ce point de vue-là, Monsieur Corday est un père tout à fait comme les autres. Mais adieu mon cher papa, lui écrit-elle au moment où elle va partir. Et grandiloquent. Je vous prie de m'oublier ou plutôt de vous réjouir de mon sort. Vous connaissez votre fille, un motif blâmable n'aurait pu la conduire. C'est grandiloquent si l'on n'est pas conscient du contexte dans lequel c'est écrit. Et si l'on est conscient du contexte, ça devient plus sublime que grandiloquent, me semble-t-il. Et alors, la fille, alors celle, évidemment, peut-être la fille la plus célèbre en tant que fille à son père, de toute, c'est Léopoldine Hugo, bien sûr, qui va, alors elle, on peut dire, fracasser et bouleverser la vie de son père. Après que son père l'a un petit peu, dans un premier temps, un tout petit peu méprisé. Enfin, pas méprisé, mais un petit peu oublié, disons. Alors moi, je vous pose la question. Je pense que si Hugo à la fois était un très bon papa, c'est vraiment ces nouveaux pères un peu du 19e qui, pour le coup, s'occupent de leurs enfants. Et donc, Léopoldine et sa Didine chérie, mais je pense que c'est peut-être un être qui a perdu lui-même trop de gens quand il était jeune, que ce soit son parrain, que ce soit sa mère, je crois qu'il la perd à 19 ans, et il ne peut pas voir un enfant un peu s'éloigner, et surtout sa Didine. Et donc, il va pas être un beau-père il va être assez odieux à partir du moment où elle va annoncer qu'elle veut se marier. Et oui, et il lui pardonne pas vraiment. Et il ne se pardonnera pas de ne pas être passé par Villequier avant de partir. Il est passé très rapidement. Oui, alors, trop vite, qu'est-ce qui se passe concrètement? Elle se marie, il est obligé d'accepter. Elle part à Villequier, elle part en Normandie avec son nouveau mari. Elle lui écrit... Avant, je reviens pas en arrière, le jour de sa nuit de noces, elle lui demande: papa, s'il te plaît, fais-moi quelques vers pour ce jour béni entre tous. Et il lui envoie ces quatrains vraiment culpabilisateurs
culpabilisateur en disant va à ton bonheur, laisse-nous l'ennui, enfin c'est terrible. Elle part, elle lui envoie des longues lettres en disant papa viens nous voir. Il ne lui répond pas ou il lui envoie des petits billets un peu sibyllins. Il va venir quand même passer une journée avant l'été à Villequier, il ne dort pas là-bas et puis il part en voyage avec Juliette Drouet. Le drame. Et on sait ce qui se passe le 9 ou 19 septembre. Elle va se noyer dans la Seine avec son mari. dans la Seine, il s'en remettra jamais. Filles à papa, c'est édité chez Flammarion, un ouvrage extrêmement complet, étoilé, aurait dit Barthes, un ouvrage profus de Lorraine Kaltenbach. Nous allons venir maintenant à quelques filles contemporaines. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire des relations père-fille. Après les filles de l'histoire, nous allons rentrer dans l'histoire des filles contemporaines. Mais avant cela, nous accueillons Vanessa Zaza, journaliste sur Europe 1, que vous retrouvez tous les dimanches matins aux côtés de Wendy Bouchard dans les escapades culturelles. Et Vanessa va nous emmener à Berne cet après-midi. Bonjour Vanessa, bienvenue. Bonjour. Vous nous emmenez donc en Suisse aujourd'hui, sur les pas du grand Einstein, bien sûr. Enfin, du grand, il a été un peu écorné dans le début de cette émission. Son image l'a été en tout cas. J'ai entendu. On va partir à Berne. On aurait pu partir à Zurich, mais il n'y a pas vraiment de traces en fait. Moi, je me rappelle avoir fait il y a longtemps de ça une conférence dans l'amphithéâtre de l'école polytechnique de Zurich. Et alors, vous savez que le public suisse est très attentif. Et alors, d'ailleurs, j'avais eu ensuite beaucoup de courriers sympathiques, etc. Mais sur le coup, les gens ne sont pas très démonstratifs. Et alors, je voyais ce public très peu réactif, qui n'applaudissait pas, etc. Je me suis dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Et alors, je me suis dit, d'un seul coup, je me suis convaincu que d'être à la tribune où avait parlé Einstein, il fallait se montrer à la hauteur et que moi je n'étais pas à la hauteur. Mais finalement, il faut connaître la mentalité suisse. Oui. Et grâce à vous, on va essayer de la percer à jour. J'espère que je vais y arriver. Venons-en à quelques figures de filles du XXe siècle. Est-ce qu'on peut dire, vous nous avez parlé de Caroline Kennedy tout à l'heure, qu'une des filles les plus célèbres de notre, alors quand je dis de notre siècle, du siècle passé, plus exactement, du XXe siècle, a été la fille du grand Staline, bien entendu, du terrible Staline, Svetlana. Svetlana, Staline est dans ma catégorie des pères possessifs avec Hugo. Oui, bien sûr. Et Gustave Eiffel, oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous raconte sur Svetlana Staline? Elle a joué un rôle assez particulier. C'est vous qui le dites. Depuis la mort de la mère de Svetlana, qui s'appelait Nadejda, Staline appelle sa fille la femme de la maison. Exact. La petite dernière du dictateur n'a pas 7 ans. Elle est entourée d'un personnel nombreux, gardes, cuisiniers, chauffeurs, jardiniers, femmes de service, etc. Staline n'a pas aimé ses garçons, mais il adore sa fille. Svetlana est son plus grand trésor, dites-vous. C'est son plus grand trésor. Dès qu'il rentre du Kremlin, il va l'embrasser, il lui fait faire ses devoirs, il lui demande de l'appeler en disant je suis ton esclave, tu peux me demander absolument tout ce que tu veux. Il n'empêche que, comme tous ses autres pères possessifs, à partir du moment où elle va poser son regard sur un garçon, les choses se corsent. Et c'est ce qui va se passer de manière dramatique avec Svetlana Staline. Une des dernières scènes avant sa mort en 53, il était une soirée avec quelques apparatchiks, il a picolé, il la tire par les cheveux parce qu'il veut la faire danser. Voilà, c'est des images très idylliques dans son enfance, mais à partir du moment où elle grandit, il inspecte ses tenues en disant mais tu vas pas sortir comme ça, tu peux pas sortir toute nue. Enfin, il vient puis il la marie aussi un peu dans tous les sens. Un célèbre transfuge, il faut le dire. Un célèbre transfuge, elle arrive à sortir du glacis soviétique parce que à peu près, je crois, 10 ans après la mort de son père, elle est tombée amoureuse d'un célèbre indien communiste. Il meurt. Il y a une crémation, elle demande l'autorisation d'aller enterrer ses cendres. Et c'est comme ça qu'elle fuit et qu'elle va arriver aux États-Unis. Qu'elle va faire ses déclarations tellement extraordinaires. Tonitruantes, brûler son passeport devant les caméras, et puis ensuite faire malgré tout des mémoires où elle est un peu oblique sur son père. C'est un petit peu compliqué. Mais enfin, la malheureuse, elle est morte dans le Wisconsin, dans une toute petite pièce, avec ces $700 d'allocation, pas une photo de son papa chez elle. C'est un des rares cas dans le livre où la fille est quasiment aussi célèbre que le père. Ça n'est pas le cas de la plupart. Alors, on va finir parce que je voudrais terminer sur une note différente et assez sombre d'une certaine manière. C'est le père d'Audrey Hepburn. Qui était ce monsieur Joseph Rostam? Alors, je l'ai mis dans la catégorie abandon. C'est un gigolo. C'est vraiment un belâtre, assez mondain. On sent que vous l'aimez dans votre voix, ça s'entend. Oui. Il a déjà vécu au crochet d'une grande bourgeoise, et puis il croise la mère d'Audrey Hepburn qui appartient à une très vieille famille européenne, et il se dit voilà la belle affaire.
là je vais pouvoir obtenir quelques rentes, et puis pas du tout. Hein. Il a un peu méjugé les revenus, les ressources de cette femme. Et elle avait 2 fils, il ne s'intéressait évidemment pas à ses 2 beaux-fils, mais il va avoir la petite Audrey, il ne la regarde pas, il s'en moque éperdument. Et il va assez rapidement l'abandonner en plus. Alors, il faut dire qu'il milite au BUF, au British Union of Fascism. Enfin, c'est les grands potes de Mosley, ça le passionne. Mais donc c'est un fasciste, hein, disons les choses. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il va être incarcéré sans procès préalable, comme beaucoup de ses compagnons en Angleterre pendant l'occupation. Enfin, puis, pendant la guerre. Pendant la guerre, excusez-moi. On connaît son destin pendant l'occupation. Elle va terminer à 1m73 et 40 kilos. Elle va manquer de mourir de faim, d'où ses engagements ultérieurs à l'UNICEF, etc. Et puis, il disparaît, en fait. On va se rendre compte que Mel Ferrer sent bien que sa femme ne va pas bien. Il fait une enquête pendant 1 an. On retrouve la trace de cet homme à Dublin, où il s'est remarié. Elle va le voir un jour dans un hôtel. Ils vont parler 2 minutes. Elle va dire à son mari, je crois que c'est bon, on peut y aller. Ils ne se reverront plus jamais. Mais toute sa vie, jusqu'à la mort de ce père, elle va lui faire verser une rente. Voilà, c'est très triste. Oui, c'est une façon assez triste, mais assez belle de finir ce tout petit aperçu des 81 cas que vous nous proposez, Lorraine Kaltenbach, dans cet ouvrage paru chez Flammarion et qui s'intitule « Fille à papa ». Europe 1, 14h, 15h30. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Et cet après-midi, la Ferrand Mobile, si vous venez de nous rejoindre, vous emmène à Berne. Nous allons en effet découvrir cette ville qui abrita bien le génie de Einstein. C'est là où il développa sa théorie sur la relativité. Vous connaissez Berne, vous voulez nous en parler, vous voulez poster des photos, eh bien n'hésitez pas, rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH ou sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Et notre guide cet après-midi pour visiter Berne, c'est Vanessa Za, journaliste Europe 1. Et Vanessa, il faut peut-être qu'on précise que Berne est la capitale de la Confédération helvétique. Bien sûr. Exactement, donc dans le canton de Berne. Bien sûr qu'Albert Einstein a fait ses études à Zurich, et j'ai dit ensuite qu'il y est devenu professeur, qu'il a enseigné la physique, etc. Mais si l'on veut essayer d'avoir une chance de le comprendre, et nous avons vu tout à l'heure avec Lorraine Kaltenbach que ça n'est pas si facile de comprendre cet homme-là, mais si on veut essayer de le cerner, de trouver son atmosphère, son univers, c'est bien à Berne qu'il faut se rendre, notamment dans sa maison, tout simplement. Maison. Alors en fait, il débarque à Berne en 1902, il va devenir donc fonctionnaire de l'Office des brevets de Berne. Son travail de cordonnier, comme il l'a dit, il l'a fait pendant 7 ans, mais finalement il en était bien content, parce que ça lui servait de couvent laïque pour pondre ses plus belles idées, a-t-il dit. Et alors, à cette époque-là, donc en 1903, il va s'installer dans une maison. Il va emménager avec son épouse, donc Mileva, dans un appartement au 2e étage d'un immeuble qui est situé à Graamscasse, au 49 exactement. Là, on est en plein cœur du cœur historique de Berne. On rappelle que ce centre historique, en plus, est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et figurez-vous que cet appartement, il se visite aujourd'hui. Et c'est assez émouvant. Il a été remis dans l'esprit, complètement, dans le jus. Même, il y a que les tapisseries en fait qui ont été restaurées. Oui, bien sûr, hein. Voilà, mais qui ont été refaites donc à l'identique. Alors c'est un appartement assez modeste, puisqu'à l'époque, je vous le disais, il était fonctionnaire, il ne gagnait pas énormément d'argent. Ils vont y rester 6 ans, et donc on y voit encore le mobilier de l'époque. Il y a surtout le berceau qui est encore là, le berceau de son premier fils, et puis des photos de lui et de Maëva, de sa famille. Et en effet, comme le disait Anissa tout à l'heure, c'est ça qui est important, et c'est pour ça qu'on est à Berne, c'est dans cet appartement qu'il va écrire la grande théorie donc de la relativité en 1905. Voilà. Oui, alors, il y a aussi, il n'y a pas que la maison d'Albert Einstein à Berne. Il y a un musée, un très beau musée, un musée donc qui est consacré, qui est intégré au musée d'histoire de Berne. Alors donc ce musée sur Einstein est très complet puisqu'il s'étend quand même sur presque 1000 mètres carrés. Alors la scénographie est très bien faite puisque vous retrouvez évidemment plus de 500 objets originaux, dont d'ailleurs son passeport suisse, des reproductions de l'époque avec d'ailleurs un cinéma des années 20, des films aussi, presque 70 films dans lesquels d'ailleurs vous le découvrez faisant le pitre et s'ébouriffant les cheveux avant chaque séance donc de photographie, et puis donc des animations qui vous plongent dans sa vie privée mais aussi dans ses découvertes scientifiques
scientifique, mais tout en comprenant aussi le contexte de l'époque, le monde de l'époque, donc des années 20, et puis évidemment l'Holocauste, Hiroshima. Et honnêtement, même si moi je suis complètement un peu hermétique à tout ce qui est mathématiques, physique. Tu étais championne en sciences physiques? Pas du tout. Ah non, je sais pas. Les fausses rumeurs. Littéraire, les mathématiques et moi, c'est pas possible. Voilà, mais vous êtes quand même happé en fait par toutes ces découvertes et c'est très accessible. Et alors pour info, je sais pas. On va pouvoir passer une nuit avec Einstein, si je puis dire. En même temps, ça fait pas forcément rêver comme ça. Quel projet? Mais non, il propose en fait, le musée propose pour le 2 juin, donc dans une semaine, de passer une expérience assez insolite, c'est-à-dire un jour et une nuit pour vivre avec lui, connaître toutes ces petites citations si connues mais pointues, et puis de découvrir des anecdotes sur sa vie, mais surtout de pouvoir étudier le firmament avec lui, et puis se faire enfin expliquer la vitesse de la lumière. Moi, je pense que je vais y aller rien pour ça. Vous allez repartir pour Berne, donc si je comprends. Berne pour la nuit. Alors, on va pas parler que d'Einstein, bien entendu. On va évoquer la ville elle-même, qui est classée sur la liste des sites du patrimoine mondial, classée par l'UNESCO. Et c'est une ville qui est particulièrement belle parce que elle a conservé quelque chose de cette magie que les contrées helvétiques ont pu revêtir à la Renaissance, en fait. Il y a quelque chose de ça. Alors d'ailleurs, vous parlez de Renaissance, il y a d'ailleurs des fontaines très colorées qui sont ornées de personnages Renaissance du XVIe siècle. Et comme vous le dites, il y a une magie assez médiévale avec des maisons en grès, des ruelles. Finalement, quand vous êtes dans cette capitale, vous n'avez pas l'impression d'être dans une capitale. D'ailleurs, c'est une des plus petites capitales d'Europe. Oui, c'est relativement modeste. Vous avez l'impression d'être dans une grande ville médiévale de province et harmonieuse, et en même temps avec un petit côté campagne, parce que finalement cette ville est blottie dans les courbes de cette rivière de l'Aar, et donc ça lui donne du charme. 2AR. Et ce qui fait que n'importe où dans le centre-ville, où que vous soyez, vous êtes toujours près des berges de la rivière, voilà. Et puis vous avez une vue finalement sur toutes ces maisons fleuries par des géraniums. Voilà. La question à 100 € qui me vient. Et pourquoi est-ce qu'on appelle... Ah là, je vous vois, j'aime bien quand même. Mais, pourquoi est-ce qu'on appelle cette ville Berne? D'où vient ce nom de Berne? Alors, en fait, la légende veut qu'en 1191, Berchtold V, le duc de Zeringen, décide de nommer la ville du nom du premier animal qu'il rencontrerait. Et ce fut un ours. Un ours qui a été tué sur... un âne, par heureusement, exemple. ou un serpent, sur la presqu'île de l'Aar. Et l'ours donc se dit Bär en allemand, ce qui donnera après Berne, puis Berne. Et depuis, c'est pour ça que l'ours se trouve sur les armoiries de la ville. Et pas seulement sur les armoiries, aux zoos aussi. On va en parler après, on peut toujours en voir dans le parc aux ours, près de Niedekbrück. Franck, vous devez 100 € je crois à Vanessa. Oui, c'est vrai, c'est peut-être pas une très bonne idée que j'ai eue là finalement. Un bon restaurant, merci. Je me disais, personne n'a entendu. Oh bah tiens, on a des preuves. On va aller visiter quelques monuments pour vous changer les idées. Stéphane Escher sur Europe 1. Combien de temps un extrait de ce chanteur qui est né tout près de Berne? Alors vous allez me dire, que devient Stéphane Escher? Et parce que je peux vous dire, c'est que de temps en temps il retourne en Suisse, à Zermatt, où il a fait un concert il y a très peu de temps, et aujourd'hui il vit au Sainte-Marie de la Mer. Rien à voir avec la Suisse. Il y a un autre grand artiste qui est né pas loin de Berne, on va en parler dans un instant avec Vanessa, c'est Paul Klee, le très grand peintre bien entendu. Alors là, on est à Berne. On est à Berne. Pour ceux qui ne connaissent pas Berne et qui nous écoutent cet après-midi à la découverte de cette ville qui a abrité bien sûr le génie d'Albert Einstein, eh bien, sachez que Guillaume, un fidèle auditeur, a posté de nombreuses photos de l'intérieur de l'appartement d'Einstein, de l'extérieur, de la façade, des photos des rues de Berne, de la ville de Berne. Donc n'hésitez pas à aller tout de suite sur Twitter avec le hashtag ACDH. Vous découvrirez toutes les photos postées par Guillaume. Et merci à vous, Guillaume. On continue la visite avec Vanessa Zah cet après-midi. Alors, Vanessa nous racontait l'histoire de ce duc de Zeringen qui donc, je me rappelle plus trop, au XIIe siècle, c'est ça? Au XIIe siècle va vouloir donner à cette nouvelle ville le nom du premier animal qu'il rencontre. Il tombe sur un Bär, c'est-à-dire en allemand sur un ours. Et donc ça va donner la ville de Berne, dont l'ours est bien sûr l'emblème et dont l'ours est aussi l'attraction principale. Parlez-nous de cette fosse aux ours peut-être. Une attraction depuis le XVIe siècle. En fait, cette fosse aux ours existe depuis 1513
aucun ours n'a quitté finalement cet enclos depuis, excepté en 1789 lorsque des Français ont ramené en fait des ours avec le trésor de la ville de Paris pour les fêtes populaires. Mais il faut savoir que aujourd'hui, enfin depuis 2009, cette fosse n'abrite plus évidemment donc ces ours. C'était une fosse qui faisait 3 mètres à peu près de profondeur. Évidemment les normes de sécurité, bien et sûr, puis les défenseurs des animaux et pour des normes de sécurité, on a décidé finalement de le remplacer par un parc aux ours, mais vous pouvez encore descendre. Beaucoup plus moderne, incomparablement. Beaucoup plus moderne, voilà, très vert, un espèce de poumon. Et puis, vous pouvez quand même encore voir cette fosse, y descendre. En revanche, les ours maintenant sont des ours donc en bois. Ce sont des statues. Ouais, voilà. C'est plus tout à fait la même chose. Non, c'est plus tout à fait la même chose. C'est un peu moins dangereux. Vous nous parliez de cette verdure. C'est un des aspects principaux de cette ville dont vous nous disiez qu'elle avait conservé une légère dimension rurale. J'aurais tendance à dire plutôt que les villes d'autrefois avaient cette dimension-là et qu'on a perdu complètement. Eh bien, à Berne, ça demeure. Ça demeure. Vous avez une douceur de vivre. Donc le verre est là, l'eau est là aussi en permanence, comme je vous le disais en fait. Donc puisque la ville est encerclée par cette rivière de l'Ar. D'ailleurs, vous le voyez, ils ont les gens là-bas, quand il commence à faire chaud, donc là, les beaux jours vont arriver, ils viennent... Climat continental. Ils viennent se baigner justement pour se rafraîchir pendant donc les grosses chaleurs. Ils viennent se baigner dans l'Ar. Alors les eaux sont d'un bleu assez profond. L'eau est très froide, puisqu'elle descend, elle vient des Alpes. Voilà. Et il se forme en fait des piscines comme ça, naturelles. Et donc c'est devenu... en fait, la rivière est intégrée à la vie de la ville. Voilà, comme les arcades aussi. Les arcades, faut pas oublier les arcades qui font partie de l'architecture de cette ville. Il y a plus de 6 km d'arcades avec des galeries marchandes dans lesquelles vous pouvez évidemment vous promener. Et puis en hiver, vous protéger donc de la pluie et de la neige. Et ça fait partie aussi du charme. Il y a un côté justement, comme on disait, un peu provincial. Alors faisons un peu de tourisme. Qu'est-ce qu'on peut aller visiter? Quels sont les monuments que vous nous conseilleriez, Vanessa, dans cette promenade au gré des rues de Berne? Il y a évidemment la tour de la prison qui était construite en 1256 et qui fut d'abord en fait qui fut la première porte de la ville. Elle a servi ensuite de prison au XVIe siècle et puis maintenant elle est utilisée pour diverses activités culturelles. Après, il faut bien entendu que vous déambuliez dans cette rue commerçante de la rue comme dans toutes les rues suisses, de toutes les villes suisses, je veux dire, cette grande rue commerçante, toute pavée, et qui aboutit à Marktgasse, et l'artère du marché, et qui aboutit à la tour de l'horloge, donc le Zitzglocke. En fait, c'est le plus vieux monument de Berne qui date de 1220, et il y a en fait là-bas accroché une horloge astronomique qui date de 1530 et alors qui possède un mécanisme extrêmement ingénieux. En fait, elle reproduit le mouvement des astres dans le ciel et donc il y a des figurines qui défilent 4 minutes avant les heures pleines et c'est d'abord le coq qui pousse en premier son cri. Après, ce sont les ours qui prennent le pas, si j'ose dire, et qui le suivent donc en ronde. Et puis après, évidemment, c'est le fou qui annonce l'heure, avec en général quelques secondes d'avance. Je ne sais pas pourquoi vous trouvez si évident que le fou annonce l'heure. En parenthèse, on parle de Marktgasse, de Zitzglocke, etc. Quelle est la langue? Il faut expliquer que c'est un allemand un tout petit peu particulier qu'on parle à Berne. Oui, c'est le Schweizerdeutsch. Voilà, donc c'est un Suisse mêlé à de l'allemand. C'est pas évident de le comprendre, même quand on parle allemand. Moi, quand je parle allemand, j'ai énormément de mal. Bon, on retrouve quand même Zitzglocke, Glocke. L'horloge, le market aussi, le market, etc. On retrouve quand même. On parle pas français. C'est facile à lire, beaucoup plus difficile à comprendre. À l'oral, mais plus facile à lire. Alors, évidemment, Berne est aussi un haut lieu de culture et des arts, avec notamment le Kunstmuseum, qui est un des grands musées suisses, bien sûr. Un grand musée des beaux-arts qui accueille évidemment des grands noms de renommée internationale, mais si j'avais envie de vous dire, allez passer du temps dans un musée, évidemment, vous ne ratez pas le Kunstmuseum, mais il faut aller au centre
Paul Klee. Paul Klee, Voilà. bien sûr. Alors pourquoi Paul Klee? Parce qu'en fait il était né dans les environs donc de Berne en 1879. Après il est parti en 1898 étudier en Allemagne et il va devenir enseignant au Bauhaus. Et puis en 1933 avec l'arrivée au pouvoir des nazis, il est déchu de son poste à l'Académie de Düsseldorf. Pour cause de bolchevisme culturel, Oui, c'est le dit-on. terme qu'on employait à l'époque pour tous ceux qui n'étaient pas dans les rails. Dans les rails. Voilà. Et alors, il décide en fait de se réfugier à Berne, mais alors comme émigrant, parce que figurez-vous qu'il n'avait pas son passeport. Et alors, pour la petite anecdote, il était donc né à Berne avec une mère suisse, mais avec un père allemand. Il n'a jamais eu sa citoyenneté, qu'il a demandé. Il a fait des démarches de naturalisation et qui... c'est extrêmement cynique, mais qui n'ont été acceptés finalement que le lendemain, en fait, de son décès. Voilà. Et donc, Berne est quelque chose de très important, en fait, pour lui, parce que c'est là qu'il va produire énormément. Il va vraiment devenir le maître du Bauhaus. Et dans ce centre, et sont réunis, en fait, la plus grande majorité de ses œuvres. Il y a 4500 œuvres. Alors, ce qui fait qu'on ne peut pas toutes les exposer en même temps. Voilà. Non, en fait, il y a un roulement, en fait, sur entre 3 et 5 mois, et on les expose par 150 ou 200 avec des thématiques. Et le centre lui-même, bah oui. C'est une architecture de piano, Renzo Piano. Renzo Piano. L'un des architectes du Centre Beaubourg. Voilà, alors allez voir sur Internet, regardez les photos, parce que c'est absolument sublime. En fait, ce sont 3 vagues qui rappellent en fait les plis justement des vallées. Et qui épousent en quelque sorte le relief. Et l'atmosphère locale. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et encore pendant quelques minutes jusqu'à 15h30, nous nous baladons à Berne en Suisse à la découverte des monuments, des jolies rues et puis à la découverte du patrimoine gourmand de Berne avec Vanessa Zaza. Et entre deux, on fait une petite baignade donc dans ces eaux à la fois très froides, très bleues, très profondes et magnifiques. Ça revigore. Ça revigore. Alors, de quoi peut-on faire son repas lorsqu'on est on a le choix. à Berne? On commence par quoi? Par le plat bernois. Le plat bernois. Le plat bernois. Donc c'est une spécialité gastronomique qui date quand même de 1798, le 5 mars 1798, exactement le jour de la bataille de Neuenegg contre les troupes françaises. Et en fait, les Bernois ont célébré donc leur victoire par un grand festin où chacun a apporté ce qu'il avait. On appelle ça un grand gifoutou, si je comprends. Gifoutou, ben voilà, grande classe. Et donc, on apporte du jambon, du lard, des côtes de porc, des jarrets, de l'os à moelle, de la choucroute, des haricots verts, des pommes de terre, ce qui en fait aujourd'hui le plat bernois, donc un petit peu quand même un petit peu léger, c'est léger, un plat d'été, sympa. Voilà. Donc après on retourne se baigner dans l'art. Voilà, et il faut éliminer là. Voilà. Et donc ce plat existe toujours. C'est le plat de la victoire quelque part. Voilà. Alors, il y a aussi de très grands fromages dans toutes les Alpes en général et à Berne, c'est l'emmental notamment. C'est l'emmental parce qu'en fait l'emmental vient de ce canton donc de Berne, exactement dans la vallée de la rivière M qui est au sud-est en fait du canton. Alors rien que pour le paysage, en fait, ça vaut le détour. C'est un relief assez curieux avec des petites collines comme des mamelons, comme ça, que vous voyez donc de manière assez panoramique. Et puis de temps en temps sont posées des fermes très imposantes, des fermes paysannes avec des énormes toits à plusieurs pans, et puis souvent des boiseries sculptées, et puis des peintures avec une façade en général de couleur, mais ça vous êtes quand même en pleine campagne, et donc vous êtes sur cette route du fromage de l'emmental, donc c'est quand même une tradition culinaire qui date du XIIIe siècle, et donc vous pouvez partir visiter en fait les différents points de fabrication comme ça à vélo. Ils vous permettent de le faire comme ça à vélo et l'Office du tourisme vous propose tout un plan à suivre. Alors on fait du fromage avec le lait des vaches, mais j'ai oublié quand même de parler des bœufs
qui eux donnent une des viandes les plus célèbres du monde, hein, les bœufs de Simmental. De Simmental, hein, donc c'est les bœufs de l'Oberland bernois et du Simmental. Là, on est vers la vallée de la Cime. Et donc, c'est vrai que ces bœufs font beaucoup d'exercices. Ils mangent de l'herbe fraîche. Ils s'oxygènent au grand air des Alpes. Résultat, ça en fait une viande de grande qualité, qui est quand même considérée comme l'une des meilleures du monde. Et donc ça, on cuisine en fait ce bœuf sous forme de filet ou d'entrecôte grillée dans tous les grands restaurants. Et alors, n'oublions pas de préciser qu'on mange de l'ours à Berne, bien entendu. Oui, c'est vrai. Alors moi, je n'en ai jamais goûté. Je sens que vous en avez goûté. C'est des ours sucrés. Des ours sucrés. Oui, bon, alors, on va sur les ours sucrés. C'est les Mandelberli. Alors en fait, donc on a repris cette figure emblématique donc de Berne, cet ours, depuis des décennies. Il y a des grands fabricants de chocolat dont je tairai les noms, mais qui en ont fait leur emblème. Et en fait, pour la première forme a été fabriquée en 1914 près de Dresde en Allemagne, et c'était des formes en métal. Donc tous les grands chocolatiers suisses se sont arrachés, mais c'est en 1989 que la pâtisserie Glatz a eu l'idée d'utiliser cette ancienne forme en ours pour son 125e anniversaire. Et là, donc, on les a remplis de chocolat à une époque. Aujourd'hui, on les remplit de pâte à gâteau. Et c'est un ourson aux amandes. Voilà, qui est vraiment typique de Berne. Goûter, c'est très très bon. Bien que j'ai un petit penchant quand même pour les oursons au chocolat. Oui, plutôt, hein, moi aussi. Oui, on est d'accord. Moi aussi. Bon, on aurait bien aimé boucler la boucle en évoquant le Einstein Café et Rausalon qui se trouve sur la Kramgasse et qui est dédié à Einstein, bien entendu. Hein, c'est la maison d'Einstein. La maison d'Einstein. Et puis, il y a le restaurant Harmonie dont on dit qu'il était le restaurant favori d'Einstein. Donc, vous voyez que finalement, le grand scientifique n'est jamais très loin quand on se promène dans les rues de la capitale de la Confédération.